on a un vrai cas d'un vrai client qui a converti sur S4. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Donc, on vous laisse garder un maximum de temps parce qu'on a plein de questions passionnantes et on voudrait répondre aussi à vos questions. Donc, je vais demander à Marjorie, Farid, Dominique et Lynn de venir avec moi. Bougez pas. La pause est pour après. Donc, ils vont s'asseoir là, puis je vais leur poser des questions, puis après, vous pourrez poser des questions. Ça va? Moi, je reste debout, moi. Donc, les introductions seront un peu au fur et à mesure, parce que comme je disais, on a beaucoup de choses à faire. Donc, je vais poser des questions à tout le monde, puis s'introduiront rapidement. Et ma première question, c'est à Dominique. C'est une présentation générale de Mondou. Voilà les noms déjà rapidement des différentes personnes. Vous avez Lynn Hervieux, qui est chef de politique SAP pour le groupe Lego. Dominique expliquera après pourquoi on parle de groupe Lego. Dominique, qui est directeur des systèmes d'information, globalement pour le groupe Lego. Marjorie, qui est directrice chez nous de la logistique. Et Farid, qui est conseiller senior. D'accord? Donc la première question va être... C'est bon, tu tiens? La première question est pour Dominique, donc c'est de présenter un petit peu le groupe, le monde. Merci, merci Eric. En fait, je ne savais pas que l'écran serait derrière. Je vais juste me lever pour là, puis je me rassoirai après. En fait, bon, c'est mon nom de Dominique Allard, directeur des systèmes d'information du groupe Lego. Vous avez vu le nom Mondou beaucoup ressortir. C'est le nom que les gens connaissent. J'imagine qu'il y a plusieurs propriétaires d'aliments ici dans la salle. Vous connaissez sans doute Mondou. Mondou, on est 66 magasins au Québec. On œuvre dans le domaine des accessoires pour animaux. On est au Québec. On a plus de 800 employés, 140 employés au siège social qui est à Anjou. Ça fait environ 80 ans que la compagnie existe. C'est notre carte de visite, c'est le nom que les gens connaissent. Je voulais profiter de la tribune que j'avais aujourd'hui pour parler aussi du groupe Lego, en fait. Mondou est une des compagnies du groupe Lego. À la base, c'est deux frères, les frères Lego, qui ont fondé la compagnie Mondou, qui ont racheté la compagnie Mondou, mais qui ont bâti la compagnie groupe Lego, qui est un peu la maison mère de plusieurs autres compagnies. Vous voyez ici un peu, cette slide-là représente bien l'écosystème ou bien les compagnies qui font qu'on dessert en fait dans le groupe Lego. L'histoire commence en 1919, d'ailleurs, dans les 2 prochaines, je pense que c'est dans 2 semaines, on va fêter les 100 ans du groupe Lego, de la première business du groupe. Lego est une compagnie de semences de gazon d'engrais qui a vu le jour en 1919 par le grand-père des actuels propriétaires. Il y a eu une acquisition de Mondou, c'est Joseph-Émilien Mondou qui était propriétaire de ça. En 1983, les frères Legault ont acheté le magasin Mondou qui était sur Jean Talon ou Jean Talon. Ont acheté le magasin, puis ensuite ont développé les 66 magasins. Mondou, comme un peu le concept McDonald's avec le holding, etc., le groupe Lego a un gros footprint dans tout ce qui est immobilier. Donc, les magasins sont principalement, on est propriétaire des sites de nos magasins, pas tous, mais on est principalement propriétaire. On a une grande expertise avec Gloco dans le développement des produits. Le groupe Lego a décidé eux aussi de s'investir dans le développement de produits. Donc, en 1993, on a développé la marque VetDiet, qui était la marque privée de Mondou, qu'on vend dans nos magasins présentement. Pour continuer ensuite avec un achat d'une autre compagnie, intégration, pour grandir le footprint que Mondou avait au Québec. On a développé un fonds d'investissement également dans le groupe Lego pour investir dans des compagnies. B1 Breed est un de ces exemples-là. On a investi dans cette compagnie en 2014. B1 Breed est une compagnie de fourniture d'accessoires pour animaux. En 2015, on s'est lancé dans le e-commerce, en fait, dans la vente en ligne. Donc, on est passé vraiment d'un retailer pur et dur, brick and mortar, vers la vente en ligne. VetDiet USA, vous voyez, on a développé la marque interne VetDiet en 1993. Et ce n'est que l'année dernière qu'on a créé la compagnie VetDiet US, qui devient une compagnie vraiment à part, qui distribue en fait la nourriture VetDiet à Mondou. On est le retailer exclusif au Québec, mais VetDiet est vendu aussi aux États-Unis.
dans tout le Midwest américain. Pour ensuite terminer à Jupiter. Jupiter, c'est une nouvelle compagnie qui a vu le jour il y a quelques mois. Elle est en construction. C'est une usine de fabrication de produits de nourriture sèche qui va voir le jour à Drummondville. Première vente va être sûrement l'année, pas sûrement, va être en 2020. Voilà. Donc, le groupe Legault, l'écosystème, c'est Mondou, oui, c'est la vache à lait, comme on dirait, c'est vraiment le bébé du groupe Legault. C'est comprendre qu'il y a plusieurs autres compagnies qui sont dans cette compagnie-là. Et de ces compagnies-là, bien, plusieurs bénéficient justement d'une implantation SAP qu'on avait faite en 2010. Un grand milestone qui n'est pas là, j'ai réutilisé une slide, j'aurais dû la modifier. En 2010, on a implanté notre version de CC6 dans le groupe Legault, en fait. Donc, cette année, on fête le 10e anniversaire de l'implantation SAP chez nous. Voilà. Je ne sais pas si c'était connu, l'existence du groupe Legault, mais je voulais vous en parler. En fait, c'est une présentation du groupe Mondou. Maintenant, on va attaquer les choses. Pardon, le groupe. On va attaquer les choses sérieuses. Dominique, est-ce que tu peux m'expliquer quel était le business case, la raison principale pour laquelle vous avez décidé de convertir en export? Oui, ben en fait, justement, je voulais passer du temps à expliquer tout ça pour faire un segue vers la raison pourquoi on a migré vers une nouvelle vers Espoir, en fait. À la base, il faut savoir que tout, nous, de notre côté, débute par la fameuse transformation numérique. Je sais, c'est un buzzword, mais quand vous le vivez pour vrai, vous vous rendez compte que non, ce n'est pas un buzzword. Quand tout le monde essaie de re-questionner tous les outils que vous avez à l'interne pour parler du cloud, etc., vous vous rendez compte que c'est vraiment vrai. Fait que nous, dans un plan directeur qu'on a effectué, on a identifié les grands systèmes qui allaient devenir des fondations, des piliers qui pouvaient être nécessaires à la croissance du groupe. Et SAP, à ce moment-là, était vraiment identifié comme étant on ne touche pas, c'est le bon outil, il est là pour rester, on ne le questionne pas pour les prochaines années à venir. Donc, c'est là qu'on a décidé de dire, OK, on va investir dans SAP. Pourquoi aussi on s'est posé ces questions-là? C'est parce que justement, c'est toutes ces compagnies-là. Comme je l'ai dit, on en a implanté plusieurs sur SAP. Quand on parle de VietJet US en 2018, ce n'est pas encore rendu une multinationale de distribution internationale, non. Mais justement, avant que ces compagnies-là, avant qu'un Jupiter dans notre intégration verticale prenne l'ampleur, on s'est dit justement, comme SAP, c'est notre système de l'avenir, on va investir dans l'avenir, dans ce système-là. Avant que justement, on ait plein de bonnes raisons de dire « Ah, c'est pas le temps de faire la conversion, c'est pas le temps de faire l'upgrade, ci, ça, c'était le bon moment pour nous. » Avant ça, pour bâtir le fameux business case, c'est quand Eric parlait tantôt des conférences. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de mains levées, mais depuis plusieurs années, à chaque année, on a des représentants dans les conférences Sapphire, dans le TechEd, pour rester à l'affût des nouveautés, pour savoir quelles choses qu'on peut bénéficier pour pas juste voir l'implantation d'un SAP comme une finalité, mais vraiment le début d'une aventure. Depuis, moi, ça fait 6 ans que je suis là. Lynn a participé à l'implantation de SAP en 2010. Et depuis ces années-là, avec les partenaires qu'on a, c'est vraiment dans l'innovation qu'on est resté. Puis la migration vers S4, c'était comme un chemin obligé. OK, merci. Donc, on va passer la parole à Marjorie. C'est pas obligé de te dépasser. Donc, Marjorie, tu étais chef de projet sur le projet, puis tu étais là dès le début des discussions. Donc, est-ce qu'il y avait plusieurs options pour faire le projet chez nous? Oui, en fait, il y a plusieurs options de manière générale de migrer à S4. En fait, pour les gens qui connaissent les besoins de SAP, le Brownfield et le Greenfield. Donc, le Brownfield, c'est ce qui était Mondou avant de convertir. Donc, ils avaient déjà ECC. Et la question, c'est est-ce qu'on convertit toute notre donnée avec notre historique, etc., ou est-ce qu'on réimplémente? Le choix a été de convertir, donc d'aller vers S4 via une conversion. Pour garder justement toute leur historique. Et parce qu'en fait, Mondou, oui, ils ont implémenté en 2009-2010 le projet, mais leur processus en soi n'a pas énormément changé. Fait que le plus simple était de convertir, pas faire de réimplémentation. Si on s'en allait vers une réimplémentation, là, on a 2 options. C'est donc une nouvelle implémentation, soit aller vers du on-premise, soit aller vers du cloud. C'est comme les 3 options qu'on a quand on se pose la question de S4 ou pas S4, c'est est-ce qu'on convertit ou est-ce qu'on réimplémente? Okay, merci. La question suivante, elle est pour Lynn, qui elle était plus côté utilisateur. Donc, quels étaient les impacts de cette conversion pour les utilisateurs?
Oui, donc pendant la conversion, le premier impact, c'est la durée du projet. Nous, on a eu un projet de 8 mois et du moment où on arrive, il y a un arrêt des développements. Du moment où on arrive dans l'environnement dev, à ce moment-là, on arrête les développements. Donc, nous, sur les 8 mois, on a arrêté les développements pour 4 mois. Donc, il y a eu ce premier impact-là. Ensuite, l'autre chose, c'est que, rendu en QA, nous, on a demandé aux gens de s'investir. Donc, de s'investir en nous donnant du temps, puis en testant tout ce qu'ils avaient testé avec nous. Ensuite, toujours dans le projet, il y a la fameuse date du Go Live. Parce que ECC, qu'on va transformer en S4, il n'est plus là, il n'existe plus pendant quelques jours. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas travailler. Donc, c'est une gymnastique d'entreprise de dire pendant tant de jours, on arrête les gens de travailler. Nous, ça a été 4 jours, mais on a fait exprès pour choisir un férié pour justement minimiser les impacts. Ensuite, les impacts dans S4, écoutez, la première chose que j'ai à dire, c'est vraiment parce que je le vis, c'est la performance de l'outil. C'est vraiment plus vite. Mais quand je dis vraiment, vraiment, vraiment plus vite, ça augmente la productivité de tous des gens. Ça peut même changer les façons de travailler des utilisateurs ou même des TI, dans le sens que, vous savez, on a toujours des jobs qu'on planifie. Il y en a qui sont très longues. On va peut-être plus les planifier la nuit parce que justement, elles sont trop longues. Il y a moins de gens dans le système. Là, comme tout est plus rapide, là, ces jobs-là sont plus vite. Donc, là, on se retrouve avec une plage de maintenance beaucoup plus petite. Puis là, ce que ça a donné comme impact, c'est que les gens qui voulaient carrément travailler plus tôt chez Mondo, ils le font. Fait que là, au lieu de rentrer à 5 heures le matin, les gens peuvent rentrer à 3 heures le matin avec aucun... ça va super bien. Donc... Puis, le dernier impact que je voulais mentionner, bien sûr, c'est Fiori. Parce que nous, en étant sur ECC, puis on est Retail, donc pour toutes nos succursales, notre moyen de communication, c'est SARS, qui est le SAP Retail Store. Donc, chacune des succursales avait cette interface pour communiquer avec nous, mais ça meurt avec ECC. Donc, il a fallu qu'on lance... excusez-moi, non, ça meurt avec ECC. Oui. Donc, avec Sport, à ce moment-là, on a lancé Fiori tout partout. Puis, écoutez, c'est sûr que Fiori est beaucoup plus intuitif, il est beaucoup plus nouvelle génération. Puis, dans nos succursales, bien, les gens, ça a été accueilli vraiment. Oui, on avait des gens à l'interne pour la formation, mais ça a été un succès. Les gens étaient vraiment contents. Il faut dire que SARS était vraiment vu. Donc, ça a été vraiment un très beau succès. Merci, Yann. Oui, vas-y. En fait, tu as parlé des jeunes et des millénials qui arrivent au travail. Tu sais, dans le business case, c'est un élément assez important. Je ne veux pas être plate, mais travailler dans les écrans P05, tout ça, pour vrai, je ne pense pas que ça doit exciter beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent, qui sortent de l'école, qui veulent en manger, ils tombent dans les SAP, c'est drame. Bon. Les écrans Fiori, tu peux attirer les gens, tu accélères le niveau d'adoption des personnes, tu peux attirer les gens pour dire on est avec SAP, mais avec la dernière version. Fait que nous, ça joue un rôle assez important dans toute la main-d'œuvre tous les collaborateurs qu'on embauche chez nous. Merci. Donc, on va parler maintenant de l'impact sur les utilisateurs et on va parler un peu plus technique. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le côté technique, comment se passe une conversion. Farid, qui est notre gourou des conversions techniques, va nous dire les grandes difficultés rencontrées sur le projet. Alors, le point de départ de la migration, c'était des environnements Windows, avec SQL Server comme base de données. Et à l'arrivée, forcément, une base de données ANA avec on a tout converti vers Windows. Donc, une migration très hétérogène. Et pourtant, si je me restreins à l'aspect purement technique, la conversion technique vers S/4HANA, c'est la partie la moins complexe du projet. C'est la moins compliquée. SAP, maintenant, ils ont développé des interfaces graphiques à partir desquelles on démarre la conversion, on suit la conversion, on monitore la conversion. Et au final, on se connecte très peu au système d'opération. Pour les gens qui auraient fait des migrations, qui auraient suivi des migrations et des conversions SAP il y a plus de 10 ans, où il fallait corriger des tables à coup de commande SQL ou corriger des librairies au milieu de la conversion, ça, c'est une époque révolue.
Le prérequis, forcément, c'est que SAP il fournit toute une série de programmes de contrôle fonctionnels et techniques qu'il faut vraiment suivre. Si c'est fait correctement, c'est pas la conversion technique qui va poser problème. Là où on a consacré beaucoup d'efforts et d'énergie, c'est juste après la conversion, quand il faut réintégrer les systèmes nouvellement migrés. Alors, vous le savez tous, vous avez des systèmes SAP de plus en plus connectés avec d'autres systèmes SAP ou pas. De plus en plus avec des systèmes dans le cloud, vous avez des interfaces, des transferts de fichiers, et c'est là où on a passé beaucoup de temps. On a eu la chance que les gens de Mondou nous mettent à notre disposition leur key user au tout début, dès la sandbox, et ça a permis de lever des problèmes qui potentiellement auraient été bloquants si on les avait découverts plus tard. Si je dois donner une première recommandation, c'est ne pas attendre les tests en QA pour les tests intégrés. Idéalement, tout ce qui peut commencer à être testé en sandbox doit être fait en sandbox. Ok, merci. Donc ça, c'était les grandes questions, parce qu'on sait que c'est les grandes questions que les gens se posent pour un peu présenter les différents grands sujets du projet. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail du déroulement de la préparation du projet. D'accord? Et n'hésitez pas à poser des questions sur moi au fur et à mesure. Donc là, la question, elle est plus pour Marjorie. Donc, toi qui as aidé à préparer le projet, quels étaient les outils disponibles pour toi pour préparer ce projet Conversion? Oui, donc en amont des projets, en fait, pour nous, Créatech, de vous dire si votre conversion va être facile ou pas, en fait, on a des outils que SAP met à notre disposition, qui s'appellent le Readiness Check et le Pathfinder. C'est des outils qu'on roule préférablement dans votre prod, avec votre accord, bien sûr, parce que c'est des outils qui roulent pendant plusieurs jours. Donc là, SAP va analyser votre code, les transactions utilisées, les fonctions modules utilisés. Là, pour Mondou, ils sont retain, donc donner les impacts sur retain. Et donc ensuite, en arrière de ça, il y a comme une espèce de dashboard qui semble que SAP vous donne, qu'on vous aide à traduire. Et là, ça va vous dire, est-ce que vous êtes plutôt standard, assez vanille? Est-ce que vous avez beaucoup de Z? Est-ce qu'il y a du code qu'il va falloir refaire? Est-ce qu'il y a des fonctions qui vont disparaître? Est-ce qu'il vous recommande aussi, en fonction des transactions que vous utilisez au jour le jour, les tuiles Fiori en fait, qui correspondent. Donc ça, c'est des outils qui sont mis à disposition par SAP et qui nous permettent en fait, assez rapidement de savoir si convertir votre système, ça va être assez lean ou assez hard. Merci. Donc, la question suivante, elle est maintenant pour Lynn. Ça va être sur les modules utilisés. Donc, on va être plus en détail un peu du projet. Donc, Lynn va nous expliquer un peu les modules utilisés par Mondou, les systèmes qui étaient connectés, et quels étaient les impacts sur cet ensemble de choses un peu périphériques sur notre conversion. Oui. Donc, nous, on a pour les modules, on a le module SD, MM, IM, WM avec des scanners RF, on a FI, VW, POSDM, PO, SARS, CIM. Et bien sûr, à la base, c'est une base retail. Donc, le premier impact que je l'ai mentionné au tout début, c'est SRS qui a disparu, on l'a remplacé par Fiori. Ensuite, nous, on a CIM, je l'ai dit, notre CIM, c'est pour le programme de loyauté. Donc, s'il y a des gens qui magasinent chez Mondou et que vous avez votre carte câlin, sachez que c'est sur le CIM de SAP. Donc, c'est sûr qu'il a fallu faire des ajustements pour que le S4 continue de parler avec CIM, pour que vous continuez d'avoir vos points câlins. Hein, je pense que c'est très important. Et ensuite, les autres interfaces aussi, les impacts, les autres interfaces qui sont non SAP. Donc, je parle par exemple notre interface pour le site web, pour la gestion des commandes, la gestion des articles. C'est quand même un gros mapping. C'est beaucoup de choses là, qui se passent entre ces interfaces-là. Heureusement pour nous, on a PO qui était entre les deux. Donc, PO nous a permis, ça nous a permis de seulement faire des modifications entre S4 puis PO parce que le reste du site web n'était pas impacté, n'a quasiment pas été impacté justement parce qu'on a travaillé vraiment entre ces deux environnements-là. Ensuite, si je tombe un petit peu plus au niveau des modules, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent les accords de ristourne, les rebate agreements. Sachez que c'est une source de revenus. Hein, on est content d'aller chercher de l'argent de nos clients et de nos fournisseurs. Donc ça n'existe plus dans S4. Donc ça, c'est un changement qui est quand même, j'en parle là, parce que ça devient un nouvel apprentissage. C'est remplacé par le CCM qui est le Contract Management.
Ça veut dire des nouveaux modules à apprendre, à configurer, à adapter à nos requis et bien sûr que les utilisateurs puissent adapter avec ces nouvelles transactions-là. Ensuite, nous aussi, ce qu'on utilise, c'est les codes HS, les tarifs douaniers. Avant, dans ECC, c'était permis, on avait un petit accès via le Foreign Trade, puis ça marchait bien. Sauf que maintenant, avec Espace, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix d'y aller avec le gros module GTS, le Global Trade Service. Donc, ça aussi, c'est des modifications qu'il a fallu faire, adapter. Mais je veux vous rassurer, la logique reste quand même la même. Donc, après, quand tu mets ça dans les mains des utilisateurs, c'était quand même relativement facile. Les deux autres données que je peux vous parler, c'est qu'on entend parler du client et du fournisseur, les transactions qui sont maintenant toutes mergées, excusez-moi l'anglicisme, en une seule transaction, le BP. Au début, tu dis, ah, ça va bien aller, voyons, c'est du SAP, parce que jusqu'à maintenant, les utilisateurs, ils utilisaient, ils sont au niveau du bureau puis d'entrepôt, sont sur le GUI. Donc, ils n'avaient pas vraiment eu des gros changements. Mais quand tu les mets devant une nouvelle transaction, ils sont un petit peu comme ils finissent par s'habituer, je vous rassure. Puis, la dernière chose, le dernier impact que je veux vous mentionner, c'est que j'ai parlé de la performance de l'outil. Eh bien, c'est nos fameux amis FI en finance. Eux autres, actuellement, sont habitués, quand ils pèsent sur une transaction, ils ont le temps dans un CC, ils ont le temps d'aller chercher un café, de revenir, puis peut-être que le résultat est là. Mais là, c'est vraiment pas une blague. Écoutez, pince le bouton, puis c'est sorti. Ils ont vraiment tout, vraiment très, très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander mieux que des gens en finance heureux? Vraiment. Donc, c'est ça. Vous aurez retenu S4HANA, heureux en finance. Donc, une autre question importante, c'est comment est-ce que vous avez préparé les aspects de conversion du point de vue fonctionnel? Donc là, je pose la question à la fois à Lynn et Marjorie qui ont travaillé tous les deux sur le sujet. Oui. La première chose qui est très importante et que nous, on a fait aussi, mais que je recommande, c'est de parler à tous vos gens dans tous les départements pour comprendre c'est quoi leur processus, de mettre ça sur papier, sur Visio, là. Donc, c'est très important d'aller chercher toutes ces informations-là. Nous, on l'a fait l'année passée, ça nous a aidé parce qu'on a passé notre CC à EHP 8 pour se préparer justement pour S4. Donc, puis le fait qu'on est allé chercher cette information-là l'année d'avant avec tous les tests, on avait déjà cette avance-là cette année. Et c'est important de le faire, il ne faut pas le négliger. Oui, donc nous, de notre côté, Créatech, en fait, après cet exercice, donc l'exercice de HP8, où là, donc, tous les processus ont été revus, donc des visios ont été faits, tous les scénarios de test, en fait, ont déjà été faits, fait que les gens, un an avant, avaient déjà fait un round de test dans tous les systèmes, connaissaient déjà le principe de Sandbox, DevQA, Prod, etc. Nous, en arrière de ça, on est allé rencontrer chaque service pour comprendre leur processus actuel, parce que même si on était là en 2009, parce que c'est Créatech qui avait implémenté en 2009 Mondou, ben, les choses évoluent avec le temps, les processus évoluent. Parfois, les gens utilisent des transactions que vous ne leur aviez même pas montrées. Donc, du coup, on a rencontré chaque service. On est allé, donc chaque consultant fonctionnel est allé rencontrer chaque service. Et ensuite de ça, ben, il y a notre outil SAP qui s'appelle la Simplification List, qui nous liste en fait tous les changements qui vont dans S4. C'est là qu'on s'est rendu compte, ben, les accords de restaurant, ça n'existe plus. C'est des contract management. OK, donc là, on sensibilise déjà les gens. Les transactions n'auront plus existé. Ça va être un nouveau processus. Il va falloir qu'on se parle plus, il y aura un peu de formation. Il y a aussi, pour SAP Retail Store, ça va être Fiori. Donc là, on va rencontrer plus les magasins pour savoir comment ils travaillent. Et puis, il y a aussi les transactions qui ne changent pas, parce que il n'y a pas tout qui change avec S4. Donc, c'est de rassurer les gens aussi, de leur dire, bon, voilà ce qui va changer, voilà ce qui ne va pas changer. Et puis, c'est de parler en fait avec la business le plus, expliquer ce qui change et ce qui ne change pas. Okay. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est que bien sûr, nous, on avait décidé de 3 environnements pour la conversion. Le Sandbox, la Dev, le QA, puis bien sûr la prod pour le Go Live. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait une copie de la prod pour le Sandbox pour justement passer les différents outils et s'assurer qu'est-ce qui allait fonctionner ou pas, ou moins bien. Donc, si on avait des corrections à faire, on pouvait les faire immédiatement en prod. Ensuite, rendu en dev, on a fait des bons tests unitaires. Mais avant
avant d'arriver en QA avec les tests intégrés, on a refait une copie de la prod et là, on était seulement à quelques semaines du go live pour s'assurer justement d'attraper tout ce qu'on pouvait attraper le plus possible avec une grosse batterie de tests intégrés avec aussi tous les environnements satellites. Non? C'est bon. Donc là, j'ai une question pour Dominique maintenant, un peu plus technique. Donc, quels ont été les enjeux de ton côté de la migration, donc, pour tout ce qui est données, pour ce qui est de code spécifique, etc. En fait, je ne rentrerai pas dans le technique. Non, mais globalement. Mais globalement, en fait, c'est ça. Pas que j'aimerais vous dire qu'on a eu des enjeux à finir, que ça ne s'est pas bien passé. Non, ça s'est bien passé. Tu sais, vous voyez, on est encore ici dans le bureau de SAP Créatech. Ça s'est bien passé comme upgrade. On a eu des enjeux, on a eu des problèmes. Mais honnêtement, avec l'expérience que vous avez, qu'on a, peu importe le système actuellement que tu fais une mise à jour, surtout des systèmes on-prem, il y a toujours des petits bugs qu'on trouve, il y a toujours des corrections, il y a toujours l'accompagnement de partenaires. On en a eu, mais rien qu'on a dit ça, S4, c'est l'enfer, ce problème-là. Finalement, le problème s'est bien déroulé. On a eu l'aide de Créatech pour la configuration de correction de bugs. On a eu l'aide de SAP aussi pour l'accompagnement comme ils font si bien, nous pousser des notes OSS pour appliquer des patchs ou nous aider à développer justement sur des cas qui sont plus spécifiques. Ça s'est quand même bien passé. Je vous dirais le côté enjeu, puis on pourrait descendre le backlog d'enjeux, puis c'est pas le cas aujourd'hui. L'enjeu le plus critique pour nous, c'était surtout la période de downtime. Lynn en a parlé tantôt, ça s'est échelonné d'un dimanche à un jeudi, à peu près, dimanche soir à jeudi, puis le lundi, c'est une journée fériée. C'était surtout ça l'enjeu principal de la compagnie, parce qu'on est une compagnie retail. Oui, je parle du groupe Lego, mais c'était principalement Mondo qui était impacté. On a 66 magasins à approvisionner. Donc, nous, ce projet-là, dans le business case, à la base de ça, c'était pas un projet TI pour dire on a un power trip de mettre à jour des plateformes. C'est pas ça. C'est devenu un projet d'entreprise. À la base, si le projet part de CEO en haut, puis ça descend dans toute la structure, puis que les gens comprennent l'importance, c'est pas juste un mal nécessaire, c'est vraiment important de le faire, bien, les gens ont vraiment embarqué là-dedans. Cette espèce de downtime-là de 4 jours et quelques, on l'a travaillé depuis à peu près 6-7 mois à l'avance pour savoir pendant cette période-là, qu'est-ce que les gens devraient faire n'ayant plus de plateforme. Les gens d'entrepôt, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au lieu de justement faire du picking. Les gens de la logistique, les gens qui roulent des rapports, etc., etc. Donc, tout le monde s'est préparé comme il faut pour prévoir cette semaine-là. Fait que l'enjeu le plus critique du projet, ça a vraiment été le downtime. Ça s'est quand même très bien passé. Fait que j'aime me dire que c'est pas de la chance, mais que c'était une bonne préparation de notre côté. Voilà. Et je pense qu'on a été tellement modeste, je suis même pas sûr qu'on a dit en combien de temps vous avez fait le projet. Oui, je pense qu'on a mentionné 8 mois, un 4 mois de freeze, puis c'était un 4-5 jours. Et combien vous aviez prévu à l'origine? Par rapport à l'origine? Le projet, honnêtement, ça a été on time, on budget. C'est rare. Ouais, ça c'est Merci, monsieur. Mais en fait, juste pour vous dire, puis tu sais, je sais que tu vas en parler tantôt, mais on était suivi de près par les gens de SAP, puis quand même, dès le début, SAP, bon, riait, on pourrait être poli en disant ça. Là. Bon, ils ne croyaient pas tant que ça de ce timing agressif-là, mais plus que le temps avançait, puis qu'on voyait que les gens commençaient à embarquer là-dedans, commençaient à y croire, puis là, ils nous aidaient encore plus pour faire de ce projet un succès. Fait que, nous autres aussi, on s'est applaudis cet upgrade. Juste sur le délai, je voudrais quand même ajouter que une migration, c'est une charge de travail qui est très aléatoire parce que parfois, on est bloqué par des enjeux. C'est des incidents qui sont logués chez SAP puis on ne peut rien faire. Donc, ça, c'est le côté un peu difficile, mais c'est surtout que quand ça repart, il faut que tout le monde soit dispo, là, autant côté Créatech que côté Mondo. Là. Fait que le 8 mois, oui, il est beau, mais honnêtement, c'est quand même assez sport en fait pour tout le monde parce qu'il y a des périodes qui sont, on est en sprint, on est en 100 mètres et puis genre 2 semaines après, on est en marathon. Fait que, on le sait, là, les coureurs, il y a rarement quelqu'un qui fait des 100 mètres, qui est bon en 100 mètres, qui est bon en marathon. Donc, c'est pour ça, le 8 mois, c'est un beau 8 mois, mais c'est un 8 mois sport. Je pense qu'on va presque féliciter l'équipe de projet. Alors, d'autres questions après, c'est pas fini. Mais déjà, j'aimerais savoir
intéressant. Il y a quand même une partie importante. Donc là, maintenant, écoutez bien parce que ça va être des conseils pour vous. On va vous parler directement. Donc déjà, j'ai une question pour Lynn. Quels seraient les conseils principaux que tu aurais donner aux gens qui viennent de lever la main? Oui. Premièrement, assurez-vous d'avoir un bon partenaire, qui connaît votre business. Puis soyez prêts à écouter leurs recommandations. Parce que ces gens-là, ils en ont vu d'autres, ils en ont fait d'autres. Donc, il faut être prêt à écouter des fois leurs recommandations, que tu fais OK, ouais, OK, il faut t'écouter. Deuxième chose, c'est de gérer les attentes des gens, de la direction. Nous, on avait vraiment mis l'emphase de réussir la conversion, puis de pas juste partir avec toute la nouveauté. Je vous ai dit qu'on avait Fiori dans nos succursales. On a pris la décision de ne pas lancer Fiori dans tout ce qui est le bureau, l'entrepôt, donc tous les autres utilisateurs. En faisant une gestion comme ça de la nouveauté, quand il est arrivé des enjeux, on était capable de focusser dessus. Exactement. Merci Dominique. Oui. Pour ne pas s'ennuyer, bien sûr. En 2020, donc Fiori pour tout le restant de l'entreprise. Ensuite, troisième chose que j'ai à vous dire, mais je répète ce que Dominique a dit, pour en faire un projet d'entreprise, c'est ce qu'on a fait et on a impliqué les gens dès le début. Puis, dernière chose, c'est que notre succès, j'en suis très fière, c'est un travail d'équipe. Et ça, je pense que c'est la clé d'un succès. C'est vraiment le travail d'équipe et Mondou et le partenaire Créatech dans ce cas-ci. Voilà, puis en fait, j'ajouterais aussi à ça le fait que on a 10 ans d'anniversaire SAP, mais quand même dans ces 10 années-là, on a souvent pris des décisions pour rester près du fameux standard SAP. Donc, on se fait dire souvent, là, mais on a quand même pris ces décisions-là. À chaque fois qu'on se posait la question, est-ce qu'on développe dans un processus custom qu'on va être les seuls dans le monde à maîtriser, ou on essaie de changer nos processus à l'interne pour se coller un petit peu plus vers le process standard de la machine? Ben, en fait, finalement, ça a quand même vraiment payé. Fait que, un petit conseil, je sais qu'on est toujours obligé de customiser pour les besoins de nos compagnies. Mais un conseil, quand on fait ces migrations-là, si vous avez la chance de prendre cette décision-là, de changer la façon de faire à l'interne pour quand même rester puis cadrer dans le système, si vous pouvez le faire, ben, nous autres, ça nous a vraiment aidé aussi dans la conversion. OK, merci. Donc là, un peu la même question pour Marjorie, du point de vue plus de l'extérieur, toi qui as vu plusieurs projets de conversion à sport. Quel conseil tu donnerais En fait, là, au début, je vous expliquais les différents types de conversion, donc conversion technique, conversion avec Fiori, on-premise, CAD, etc. Là, oui, on a mis Fiori en magasin, mais on ne l'a pas mis pour toute la compagnie. Fait qu'on a appelé ça une conversion technique, mais c'est plus qu'une conversion technique. C'est pas juste du basis. Il y a des consultants fonctionnels qui travaillent en arrière, donc c'est vraiment un projet d'équipe de fonctionnels, de technique. Chez Mondou, ça a demandé beaucoup de ressources fonctionnelles, ça a aussi demandé des ressources techniques, donc il ne faut pas considérer comme ça comme le petit projet en deçà, et je pense que c'est votre projet de l'année. Et puis, c'est ça. J'avais un deuxième point, puis là, je vais prendre mes anti-sèches. Vas-y, t'attends. OK, oui, c'est bon. C'est vrai. Donc, en fait, si vous mettez Fiori en place, ce qu'on n'a pas fait, mais qu'on se prévoit de faire, c'est qu'il y a vraiment une réingénierie des processus internes. Pour ceux qui ont déjà vu Fiori, oui, on remplace des transactions par des applications. Donc, on a les vieilles transactions qui viennent des web GUI, mais il y a aussi des nouvelles applications et des toutes nouvelles applications, les Lighthouse, qui sont des synthèses qu'on n'avait pas, en fait, dans le GUI, là, avec des beaux dashboards, des diagrammes, etc. Puis ça, ben, ça correspond à aucune transaction dans SCC. Fait que pour le mettre en place, ben, il faut être au courant de ce que fait l'entreprise, etc. Donc, il y a quand même un côté atelier de conception à refaire pour mettre Fiori en place, pour être sûr qu'on adapte Fiori à ce que les gens font au quotidien. OK, merci Marjorie. Alors, on va juste terminer, puis après, il y aura la place pour les questions. Je voudrais demander à Farid, qui est sans doute notre champion de conversion à sport, qu'on a fait des centaines chez nous. Quels conseils à donner? Quelles sont tes expériences qu'on a vécues pour, encore une fois, aider les gens à mieux planifier la conversion? D'un point de vue purement technique, il y a essentiellement trois leçons à retenir. La première, c'est dans la mesure du possible, garder les choses simples. Je disais tout à l'heure,
Le processus de migration standard SAP est très simple. Cela dit, SAP offre en parallèle des techniques de migration beaucoup plus compliquées. Pour les clients qui auraient des bases de données gigantesques ou des contraintes en downtime très strictes, ma recommandation, c'est en tout cas lors des tout premiers runs, en rester aux techniques de migration standard. On a migré une base de données de 4 Tera en moins de 16 heures. Et à moins que vos bases de données de production elles fassent au-delà de 15 Tera, il y a toutes les raisons de croire que les techniques de migration standard suffisent. Les techniques de migration plus avancées fonctionnent très bien, mais ça introduit un gros niveau de complexité. Il faut parfois écrire soi-même ses scripts, faire soi-même son monitoring des pipes. Faire les choses simples également, ça veut dire, dans la mesure du possible, faire une conversion migration as is, toucher le moins possible à l'existant. Mondo, ils partent de Windows, ils ont par exemple un important système d'échange de fichiers avec les banques dans les deux sens, des shares Windows, du FTP. Puisqu'on allait vers Linux, on s'est posé au début du projet la question de savoir est-ce qu'on refait tout sur Linux, et rapidement on a décidé de ne pas y toucher. On fait la migration SAP vers Linux, on monte les shares Windows sous Linux et c'est complètement transparent pour ça. Même chose si vous faites une conversion et vous investissez dans de nouveaux serveurs, ça veut dire des nouveaux hostnames, mais pour faire en sorte que ce soit le plus transparent possible pour le monde extérieur, pour tous les systèmes satellites, essayez de garder les mêmes adresses IP via le DNS. Ça, c'est la première leçon. La seconde leçon, c'est le monitoring des performances. Lynn le mentionnait tout à l'heure, Mondo, ils ont des contraintes très strictes en termes d'ordonnancement, de scheduling. Et tout de suite après la conversion, on s'est rendu compte que certains jobs, ils mettaient beaucoup plus de temps que ce qu'on espérait. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est on travaille sur les toutes dernières versions des SAP, donc on ne peut pas y échapper, il y aura des bugs. Nous, en tant que partenaire SAP, on est accompagné très près par le SAP S4 Customer Care. C'est une structure SAP dédiée aux migrations. L'un des rôles, justement, c'est qu'ils collectent tous les bugs qu'on découvre et ils nous mettent en contact directement avec leurs développeurs. Une autre raison qui a expliqué pourquoi certains jobs ils étaient plus longs, c'est l'optimisation. Et là, si vous décidez d'aller vers ANA ou si vous avez déjà ANA, il y a une idée qui est malheureusement très répandue, c'est que ANA n'a pas besoin de secondaire. C'est pas vrai. Hein. ANA, c'est très rapide, mais parfois, il faut lui donner un coup de main. On a créé des index et ça a permis de résoudre pas mal de problèmes. La dernière leçon à retenir, c'est sur le Go Live lui-même. On a eu une semaine post-Go Live très intense, au moins aussi intense que la semaine avant le Go Live. C'est normal, hein, on ouvre les vannes, les usages se connectent, il y a des nouveaux problèmes qui sont découverts. Donc il faut se rappeler de continuer à garder l'équipe fonctionnelle et technique mobilisée une semaine à 10 jours après le Go Live, hein, le temps que le système se stabilise complètement.